Purple rain, purple rain. Pendant qu'Edith Piaf voyait la vie en rose, un autre artiste voyait plutôt la sienne en violet. Et quitte à offrir sa vision de la vie au monde, pourquoi ne pas la mettre en scène dans un film et montrer comment un cœur fragile arrive à se donner une image de bad boy rebelle, frôlant sûrement le scandale s'il était sorti de nos jours. N'ayant qu'une idée en tête, la musique au détriment des personnes qui l'entourent. Un artiste qui nous dévoile sa part d'ombre en l'éclaircissant avec de la lumière noire. On va parler aujourd'hui du drame musical de Prince, Purple Rain, autrement dit la pluie violette. Et oui, je sais, mon accent est plus que discutable. Dans cette vidéo, nous reviendrons bien sûr sur la genèse de ce projet, de la création du film à la bande-son originale. Nous parlerons de l'artiste et de sa suite plus que discutable. Et enfin, nous reviendrons bien sûr sur l'accueil du public tout en nous interrogeant sur la manière dont aurait été perçu le film s'il était sorti de nos jours. Mais pour commencer, je vous propose de faire une brève rétrospective de la vie de Prince avant ce fameux projet. Nous sommes le 7 juin 1958 au Mount Sinai Hospital de Minneapolis, dans le Minnesota. Et un bébé au destin prometteur est en train de pousser ses premiers cris. John L. Nelson, pianiste dans un groupe de jazz intitulé le Prince Rogers Trio, rencontre alors son premier fils. Et pour rendre hommage à son groupe de musique, il nomme ainsi son fils Prince Rogers Nelson. Il avait d'ailleurs déclaré « Je l'ai appelé Prince car je voulais qu'il fasse tout ce que je n'ai pas pu faire ». Sa mère est de son côté chanteuse de jazz, mais les Nelson ne vivent pas de leur passion, obligés de travailler en tant que plâtrier pour lui et travailleuse sociale pour elle. Et c'est à l'âge de 7 ans que Prince compose son tout premier titre, Funk Machine. Fasciné par les musiques qu'il entend à la radio et bien sûr influencé par la passion de son père qui l'initie à l'art du piano. Quelques années après le divorce de ses parents, c'est à l'âge de 14 ans qu'il part vivre chez sa tante Olivia Nelson, la sœur de son père, puis décide par la suite de s'installer dans la cave de la mère d'André Anderson, ami d'enfance qui devient par la suite son bassiste sous le nom de André Simon. Il monte ensuite son premier groupe s'imposant comme claviériste et pianiste dans le Grand Central. Puis est recruté par Maurice Day pour son groupe donnant des concerts dans des petites salles de Minneapolis et des écoles. Il travaille par la suite comme guitariste pour Pee Willie, un musicien local qui lui fait signer un contrat avec Polydor, mais sans éditer de disque. En tout cas dans l'immédiat. Car même s'il n'est pas édité, tout ce qu'apprend Prince lors de ses sessions le rend bien plus riche en expérience et en autonomie. Il est repéré par Chris Moon, proprio du studio Moon Sound de Minneapolis, et lui propose d'enregistrer des singles de publicité en échange de sessions gratuites au studio. Ce qui permet à Prince d'enregistrer bon nombre de maquettes, sur lesquelles il joue de tous les instruments, l'incitant naturellement à laisser tomber son groupe. Et pris d'orgueil, Prince quitte son groupe pour tenter sa chance à New York, mais sans succès. Il rentre alors au Bercail et rappelle Chris Moon qui le met en contact avec l'agent artistique Owen Husney. Et la stratégie des deux artistes est simple, faire passer Prince pour le nouveau Stevie Wonder. Décidant alors de le rajeunir de 2 ans et ayant une démarche plutôt agressive en négociation, imposant d'être positionné sur ses enregistrements comme auteur, compositeur, producteur, et évidemment interprète, et tout ça à seulement l'âge de 18 ans. Warner Bros accepte de donner sa chance au jeune homme qui lui offre une avance de 180 000 $ pour réaliser 3 albums. Le premier, For You, que Prince enregistre intégralement seul. Mais malheureusement, l'opus va être un échec commercial. Plus d'une année s'écoule et le deuxième opus, sobrement intitulé Prince, qui serait d'ailleurs le premier opus à gagner le cœur des fans, s'écoulant à 1 million d'exemplaires grâce à son premier single I Wanna Be Your Lover. Par la suite, il part en tournée pour promouvoir l'album et assurera les premières parties de Rick James. And special guest, Prince. Come and see it. Mais c'est lors de l'émission American Bumstead que Prince révèle au monde sa timidité, mais surtout sa manière de la gérer. Présentant un homme hautain, répondant succinctement aux questions, ce qui commence à forger le mystère autour du chanteur. Did they think you didn't know what you were doing? Don't know.
Were you ever disappointed that you didn't let him do that to you? No. Did somebody tell me you played every instrument on this album? Is that correct? Maybe. No, you're very shy. Il livre ensuite en 1980 le troisième opus de son contrat Dirty Mind, et cette fois-ci, Prince va sortir de sa zone de confort. Avec une image plus sulfureuse, n'hésitant pas à jouer la provoque et l'érotico-scandaleux de la pochette de l'album jusqu'aux propos de ses chansons défendant l'idée d'une sexualité débridée, bestiale, adultère et voire même incestueuse. Une image qu'il nourrit devenant son identité, lui permettant de se démarquer des autres artistes plus puritains. Il n'hésite pas d'ailleurs à réitérer l'exercice pour son quatrième opus, Controversy, sorti en 1981. Et en 1982, le succès est de nouveau au rendez-vous avec l'album 1999. Et à côté, il crée son nouveau groupe qu'il baptise The Revolution avec Wendy Melvoin et Lisa Coleman. Un nom de groupe prophétique étant donné que nous sommes à la veille de ce qui est souvent considéré comme le chef-d'œuvre de Prince. Je parle évidemment de Purple Rain, sorti en 1984. Prince, in his first motion picture. Purple Rain. Car à côté de la musique, Prince a d'autres rêves. Une création artistique commence à émerger dans son esprit, directement inspirée d'un scénario que ses agents lui ont fait lire et ayant d'étranges similitudes avec sa propre histoire. L'histoire d'un jeune homme qu'on appelle The Kid évoluant dans un monde qui ne lui ressemble pas, devant imposer ses idées créatives et sa musique plus particulièrement. Le jeune homme serait confronté à des difficultés familiales et Prince commence à noter des idées dans un petit calepin violet. Note qu'il prend en secret car Prince a pour idée de sublimer sa musique en racontant sa propre histoire dans un film scénarisé. Il propose à la Warner son idée, mais celle-ci n'est tout simplement pas intéressée par le projet. Prince doit donc trouver des financements qui seront largement assurés par Steven Fagnoli et ses managers de l'époque. Prince se tourne tout de même de nouveau vers la Warner qui accepte cette fois-ci de distribuer le film. Et à côté, il décide d'embaucher William Blinn comme scénariste, celui-ci travaillant déjà sur un gros projet musical que l'on connaît sous le nom de Fame. Il lui demande alors de rédiger un scénario s'inspirant de sa propre vie, mais en donnant un caractère plus sombre afin d'offrir une fiction plus dramatique, espérant l'investissement émotionnel du public. Blinn offre alors un scénario imaginant que Prince pourrait non pas être dans la cave de la mère d'un ami, mais dans celle de ses parents, témoins de violences conjugales, voyant souvent son père s'en prendre à sa mère. Le père de Prince n'a jamais été violent, bien au contraire, il a toujours encouragé son fils, lui a appris la musique et lui a même offert sa première guitare. Contrairement au film qui suggère que c'est sa petite amie qui lui offre. D'ailleurs, le premier script livré va être un petit peu plus sombre, imaginant un final où les parents du Kid pourraient être décédés. Mais également une vision plus dramatique autour des musiciens qui l'entourent, qui devaient tomber à cause de leurs addictions. Blinn va livrer un premier script à Prince qu'il intitule Dream, mais celui-ci n'est pas spécialement convaincu par le titre et veut quelque chose d'un peu plus sulfureux, imaginant la couleur de son carnet, le fameux violet. Il veut donc intégrer le mot purple dans son titre. Je l'ai bien dit là, hein? No. Lisa Coleman avait expliqué que Prince aimait le violet, symbolisant pour lui le ciel de l'aube qu'il interprétait de manière générale comme le renouveau. En somme, une sorte de nouveau départ. Et l'idée de la pluie lui vient ensuite, symbolisant le lavement ou la purification des saletés du passé. En outre, Purple Rain semble être le titre parfait pour ce film. Et à l'époque, beaucoup racontaient qu'au travers de son film, Prince cherchait à donner une réponse à son grand rival, Michael Jackson, qui révolutionne la musique et la manière de la distribuer au travers de courts-métrages. Prince était également fasciné par l'ascension de MTV et sa façon de distribuer les œuvres musicales. C'est pourquoi la bande originale du film doit être un véritable album à part entière et doit proposer les meilleures chansons possibles. Prince profite alors d'un concert de charité le 3 août 1983 au club First Avenue de Minneapolis. Le club où va d'ailleurs être tourné le film. Interprétant 6 titres bien connus de Purple Rain, mais alors inédits à l'époque. Let's Go Crazy, Electric Intercourse,
Computer Blue, I Will Die For You, Baby I'm a Star, et bien évidemment Purple Rain. Il se rend ensuite dans la ville de Paris où il réserve une salle pour un concert privé d'à peu près 2500 personnes. Et en réalité, Prince a quelque chose derrière la tête. Il veut pouvoir tourner ce qui va être l'introduction du film, en l'occurrence sa prestation de Let's Go Crazy. D'ailleurs, parlons-en du tournage. L'équipe s'installe à Minneapolis, la ville natale du chanteur. Prince va s'investir corps et âme en assistant à absolument toutes les scènes, supervisant les acteurs et réclamant à ce que les scènes soient refaites jusqu'à ce que le chanteur soit totalement satisfait. Il fait appel au réalisateur et monteur Albert Fagnoli qui a déjà travaillé sur des projets musicaux. Et pour interpréter l'antagoniste du film, Prince se rappelle son vieil ami et interprète du groupe qu'il produit The Time, je parle évidemment de Morris Day. Celui-ci avait d'ailleurs déclaré « Honnêtement, nous n'avons pas essayé d'être drôles. Nous nous sommes toujours moqués de nous à l'époque parce que nous étions jeunes. Même si les acteurs ont pris des cours de théâtre et de danse pour se préparer au tournage, nous étions simplement nous-mêmes. En fait, j'étais plus soucieux d'être cool plutôt qu'être drôle. » C'est ensuite la jeune chanteuse et actrice Apollonia Kotero qui est castée pour interpréter le love interest du Kid, devenue alors la nouvelle chanteuse du groupe Vanity Six. Elle l'interprète dans le film la chanson Sex Shooter, dont la démo va plus tard être éditée sur l'album posthume de Prince, Original. Concernant les musiciens, Prince s'entoure de son groupe The Revolution, et ceux-ci se souvenaient encore, on a appris qu'ils allaient travailler sur un film lorsque Prince l'a annoncé d'une manière tout à fait banale lors d'une répétition. Mais on ne s'est pas inquiété de savoir si on pouvait jouer la comédie ou de savoir à quoi le groupe ressemblerait à l'écran. Je pense que si j'avais eu une quelconque inquiétude à l'époque, c'était littéralement de savoir si l'histoire allait être bonne. Je ne doutais pas que les séquences musicales seraient fantastiques, mais je ne savais pas vraiment si la narration du film allait fonctionner. Mais du coup, Purple Rain, de quoi ça parle? Oui, c'est vrai que je vous ai dit que ça racontait à peu près l'histoire de Prince, mais donnons plus de détails. The Kid, un jeune homme plein de talent, se produisant au First Avenue, le club le plus coté de la ville pour se produire sur scène. Il propose sa musique lui permettant de sortir d'un quotidien précaire qui ne lui ressemble pas. De là, il rencontre Apollonia et veut faire d'elle sa petite amie. Mais comme beaucoup, la plupart lui tournent le dos, le trouvant trop autocentré sur sa musique. À côté, il doit affronter Morris, leader du groupe The Time et riche producteur qui n'a qu'une idée en tête, détruire le Kid avec le First Avenue. Cherchant le monopole, il s'en prend directement à Apollonia, lui proposant de la propulser alors que le Kid a de bien maigres ambitions pour elle, voulant faire d'elle une copine qui l'idolâtre et rien d'autre. Le Kid va également se fâcher avec ses musiciens, refusant de jouer leur musique, reculant l'échéance, ne voulant qu'uniquement proposer son œuvre. Jusqu'au jour où le Kid sort de sa zone de confort pour offrir une véritable ambition avec une chanson bien singulière qu'il intitule Purple Rain. Et au moment de sa sortie, le film est un véritable succès. Il rembourse ses 7 millions de dollars de budget en moins de 3 semaines et va rapporter près de 71 millions de dollars. Il va même détrôner Ghostbusters à la première place du box-office. Mais tout ça, c'est aux États-Unis que ça se passe, parce que chez nous en France, le film a totalement floppé, ne rassemblant qu'à peu près 163 000 entrées. Sûrement dû au fait que la popularité du chanteur a toujours eu du mal à franchir les frontières des USA. Et je pense que les réactions en France à l'époque sont assez similaires à celles que j'ai aujourd'hui autour du film, car très honnêtement, je suis pas particulièrement fan du résultat final. Je me suis toujours posé la question de ce qui a réellement fait son succès. Car je ne peux m'empêcher de penser que finalement, le film se repose principalement sur ses musiques. D'ailleurs, le film va être récompensé en 1985 en recevant l'Oscar de la meilleure musique. The winner is Prince for Purple Rain. Thank you very much. This is Lisa, and this is Wendy. You wanna hold it? Love to.
This is very unbelievable. Il s'agit à mon sens du seul élément du film sur lequel on ne peut pas discuter en termes de qualité et de prestige. Mais par contre, côté histoire, on est sur quelque chose d'assez basique, ne proposant pas vraiment d'intrigue qui déclenche un réel investissement émotionnel, que ce soit vis-à-vis de son rival Maurice ou même de son histoire avec Apollonia. Et je trouve même que d'une certaine manière, le Kid, c'est pas un personnage tellement attachant. Je fais peut-être cette analyse parce que je résonne avec l'état d'esprit de mon époque. Mais c'est compliqué de s'identifier à un protagoniste qui se montre violent avec sa petite amie, voulant lui imposer son rêve à lui et ne lui réservant qu'une place de figurante autour de sa vie. Et à côté de ça, la sursexualisation du film n'apporte aucune plus-value à l'intrigue et à l'histoire. Et en ce sens, j'ai toujours considéré le film comme surcoté. Mais bien évidemment, il ne s'agit que de mon avis, c'est totalement subjectif et je suis totalement ouvert à ce qu'on en débatte dans les commentaires. Et en plus de ça, je peux vous prouver ce que j'avance, car le grand public francophone ne le sait pas forcément, mais Purple Rain va avoir droit à une suite. Ouais, une suite directe sortie en 1990 intitulée Graffiti Bridges. And Prince. Graffiti Bridge. Nous sommes en 1987 et après l'échec de son premier film en tant que réalisateur et acteur principal Under the Cherry Moon, dont l'intrigue se passe d'ailleurs en France, que Prince commence sérieusement à plancher sur une suite directe à Purple Rain. Il travaille sur le scénario et veut de nouveau s'essayer à la réalisation du projet. Il écrit un nouveau love interest pour le Kid en pensant à Madonna pour le rôle. Mais celle-ci va refuser le rôle après avoir lu le scénario qu'elle considère comme catastrophique. Il envisage ensuite de caster Kim Basinger, sa compagne de l'époque, rencontrée sur le tournage de Batman, comptant presque sur la présence d'un guest de qualité pour légitimer un futur succès. Mais leur séparation ne favorisera pas cette collaboration et Kim Basinger n'apparaîtra pas dans le film. Le projet prend alors énormément de retard, voyant son tournage annulé à plusieurs reprises, souvent comme évoqué plus tôt, d'un manque consternant d'idées. Prince voulant offrir un film aux sonorités plus fantastiques que son prédécesseur, mais le manque cruel de moyens cantonnant le tournage du film quasi uniquement en studio, obligeant à amener quelque chose de plus classique, ne se démarquant pas des autres œuvres cinématographiques musicales. Et Prince choisit d'intituler son film Graffiti Bridge en référence à un pont de Eden Park qui a été détruit en 1990. Graffiti Bridge essaye de donner un nouveau souffle au Kid, maintenant copropriétaire de son propre nightclub, le Glam Sam, partageant la propriété avec son rival Maurice, qui s'est développé et revendique quant à lui la propriété de plusieurs clubs de la région. Cependant, le Kid est en dette de $10 000 et décide de lancer un défi à Maurice dans une bataille musicale où le vainqueur remporterait la pleine propriété. Et Graffiti Bridge peine énormément à faire aussi bien que son prédécesseur, si ce n'est déjà que son prédécesseur n'avait pas une énorme qualité scénaristique. Le manque d'idées se fait cruellement ressentir, étant presque un remake du premier opus et ne proposant absolument aucune nouveauté ni aucune innovation. Et même plus simplement, aucune histoire. Prince brille à nouveau sur la musique, mais le film est tellement catastrophique qu'il passe presque inaperçu, ne marquant même pas le souvenir de son existence. Le chanteur amorce ainsi son arrivée dans les années 90 extrêmement difficilement, et peine bien sûr à convaincre quant à sa qualité de cinéaste. Alors bien sûr, il est indéniable que Purple Rain est une œuvre culte, et encore une fois, ce n'est que mon avis que je donne. Mais d'un autre côté, le film démontre bien que si une œuvre est considérée comme culte, cela ne veut pas dire que la qualité est au rendez-vous. Purple Rain devant son succès principalement à sa musique et son exploitation en album, qui pour le coup est la vraie preuve du talent de Prince. Car le film en lui-même et sa suite controversée sont la démonstration parfaite que le talent musical ne suffit pas à proposer une œuvre cinématographique de goût avec un propos qui, à mon sens, pourrait faire polémique aujourd'hui. Car le véritable public du film est littéralement celui de son époque, n'ayant pas réussi à transcender les nouvelles générations. Et pour tous les éléments que je vous ai évoqués précédemment, malgré la grande popularité du film, je suis obligé de qualifier cette œuvre de surcotée. Mais encore une fois, on en parle dans les commentaires avec grand plaisir. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis. All gonna die. Do we do? What's it all for? Better live now.
hearing me come knocking on your door. Tell me you're gonna let the elevator break us down. Oh no, let's go crazy.